Autre question, pourquoi démolit-on les services publics des Français contre leur volonté? Eh bien parce qu'il y a un article, l'article 106 du TFU, qui précise que les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal, sont soumises aux règles des traités, notamment aux règles de concurrence. C'est ça qui explique que nos services publics soient démantelés. Alors j'insiste, mais comme je ne voudrais pas quand même que la conversation soit trop longue, là j'ai fait souvent une digression un petit peu longue que je vais essayer d'éviter. Mais j'insiste sur quelque chose qui est extrêmement important. Si vous m'avez écouté tout à l'heure, je vous ai montré rapidement qu'on ne peut pas avoir de constitution européenne puisque les peuples ne mettent pas derrière le mot constitution la même chose. Et bien là, c'est la même chose, si vous voulez. Dans les traités européens, il n'y a pas marqué entreprise de service public. Et pourquoi? Parce que en France, on considère que l'électricité, les routes, le gaz, les transports en commun, etc., c'est normal que ce soit public, que ce soit l'État qui fasse ça. On considère ça comme ça. Mais dans les autres pays d'Europe ou du monde, il y a beaucoup d'autres pays où on ne considère pas du tout que ça soit normal. Et ça fait référence donc à notre histoire. Les Français ne sont pas des anglo-saxons. Voilà. Et j'explique ceci parce que nous avons une longue histoire. Et il faut remonter non pas à 1945 à la Libération, qui crée notamment des grands services publics, la sécurité sociale, EDF, GDF. Il faut remonter 700 ans avant, excusez du peu, à 1245. On est au milieu du XIIIe siècle. C'est l'âge de la foi, comme aura dit Georges Duby, un grand historien. L'Europe occidentale, et la France en particulier, se couvre de ce blanc manteau de cathédrale. Le roi de France s'appelle Louis IX. Il est le fils de sa mère, qui arrive à d'autres. Mais ce qui n'arrive pas à tout le monde, c'est que sa mère s'appelle Blanche de Castille. Et que Blanche de Castille, c'est une femme d'origine espagnole qui a élevé son fils dans une foi ardente. Et Louis IX va considérer, à partir du moment où il monte sur le trône, qu'il va être un peu le vicaire du Christ sur terre. Il va donc agir comme monarque en décidant d'appliquer les idéaux évangéliques. Et donc, par exemple, vous savez ce passage des évangiles où il est question qu'il est plus difficile à un riche d'accéder au royaume des cieux qu'à un chameau de passer par le chat d'une aiguille. Vous connaissez ça? Enfin, je ne sais pas si vous connaissez. Il va se dire que lui doit rétablir la justice. Je m'adresse ici aux diplodocus qui, comme moi, ont plus de 50 ans dans cette salle, il y en a quelques-uns. Ben, quand j'étais petit... moi, on m'apprenait que Saint-Louis jugeait sous son chêne à Vincennes. Vous connaissez peut-être cette histoire. Alors moi, je comprenais pas quand j'étais petit, mais pourquoi c'est sous un chêne? Pourquoi c'est important que ça soit sous un chêne ou sous un tiers? En fait, tout le monde s'en fout que ça soit sous un chêne. Enfin, si, c'est symbole de force et tout, mais bon. En fait, c'était pas l'important. L'important, c'était pas que ça soit sous un chêne. L'important, c'était même pas que ça soit à Vincennes, bien que ce fût le château royal. L'important, c'est que Louis IX, il jugeait. Et son mémorialiste, qui s'appelait Joinville, c'est-à-dire le type qui a écrit les récits de ce règne, raconte que Louis IX faisait venir, quand il était dans son château, sous son chêne, donc faisait venir des plaignants pour des cas de justice, et il y avait d'un côté des pauvres paysans, des serfs, il y a encore du servage à l'époque, des gens qui sont quasiment astreints à la terre. Et puis il faisait venir le seigneur, le comte de Charolais, ou je ne sais pas quoi. Et s'il y avait un grief entre les deux, un gros problème, pas tout le temps, hein, il jugeait, il écoutait, et il lui arrivait régulièrement de donner raison aux manants, aux paysans, aux serfs, contre le seigneur. On est au haut Moyen-Âge, et là, les Français, ils ont trouvé, en fait, le chef d'État idéal. Pour eux, c'est celui qui est comme une espèce de bon papa qui assure la justice entre les Français et qui protège le petit peuple contre les grands du royaume, ce qu'on appellera les aristocratos, ceux qui ont pris les meilleurs, qui ont pris le pouvoir des meilleurs. J'en parlerai tout à l'heure. Donc les Français de l'époque, ils adorent ça. Si Louis IX fait ça, c'est pas uniquement pour des raisons évangéliques, c'est aussi pour des raisons finement politiques, parce qu'il était
Ça faisait simplement 250 ans que la dynastie des Capétiens a été montée sur le trône à Noyon en 987, et je vous en reparlerai une autre fois. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le même Louis IX, de même qui jugeait sous son chêne, il a l'idée aussi de créer des établissements de commun profit, c'est-à-dire des endroits où les manants, les serfs, les paysans, les gens les plus pauvres vont pouvoir se faire soigner avec la cassette du roi. Par exemple, à Paris, il va créer un établissement pour soigner les maladies oculaires. Il y en a beaucoup. C'est qu'au Moyen-Âge, les gens ont plein de maladies des yeux, des maladies de la peau, etc. Tout ça, c'est la misère, c'est la pauvreté, le Moyen-Âge. C'est un petit peu comme vous allez de nos jours dans des coins reculés du Yémen, moi je me rappelle d'être allé au fin fond du Yémen, il y avait énormément de gens qui avaient des maladies oculaires, et quand on leur donnait un peu de collier, d'un seul coup... c'est ça qu'a fait, en fait, Louis IX. Par exemple, à Paris, il a créé un établissement avec 300 lits. On l'a appelé l'établissement des 15-20, l'hôpital des 15-20, qui existe toujours, 15-20 parce que 15 fois 20 égale 300. Et puis il y avait donc des paysans qui pouvaient se faire soigner aux frais du roi. Alors tout ça pour dire que les Français, depuis cette époque, ils considèrent, ils ont d'ailleurs demandé et obtenu de Boniface VIII, le pape, que à la fin du XIIIe siècle, Louis IX soit canonisé. Ils deviennent un saint, ce qui fait que toute la monarchie française, c'est un cas unique quasiment dans l'histoire, descend d'un saint de l'Église catholique. Et donc tous les grands rois de France ont essayé d'imiter l'exemple de Louis IX, c'est-à-dire d'avoir un chef d'État qui assure la justice sociale entre les Français. Et nous avons eu les bons rois de France qui ont fait ça, puis les mauvais rois qui, eux, ont joué le jeu des aristocrates ou des cours. L'international des cours, je vous renvoie à ma conférence sur l'histoire de France. Louis XV, par exemple, après la bataille de Fontenoy, où la France connaît une victoire éclatante, eh bien Louis XV dit « je fais la guerre en roi et non pas en marchand », et donc il ne demande rien. Mais sur les conseils de la Pompadour, eh bien il accepte que le roi de Prusse prenne des concessions territoriales énormes. Parce que la Pompadour trouvait ça très chic. Voilà. Les Français, ça, détesteront ça, ils diront « on a travaillé pour le roi de Prusse ». C'est une expression qui est restée. On a eu donc des bons rois qui sont ceux qui ont... d'un bon roi dans la mentalité française, sont ceux qui ont assuré la justice et l'égalité sociale entre les Français. Et puis on a eu des mauvais rois, ce sont ceux qui ont joué le jeu d'une oligarchie internationale. De la même façon, on a des bons présidents de la République, on a eu des bons présidents de la République, Charles de Gaulle par exemple, et puis on a eu des mauvais présidents de la République. Si vous voyez ce que je veux dire. Des gens qui, au lieu de défendre les intérêts du peuple français, ils n'ont pas la Pompadour, mais ils ont la Trierweiler. Ils n'ont pas tel ou tel aristocrate, mais ils ont Goldman Sachs. C'est la même chose. C'est-à-dire des gens qui ne jouent pas, qui ne défendent pas le peuple français. Toute notre histoire de France, en fait, elle est tendue par cette opposition-là. Alors, tout ceci pour vous dire, je reviens à mon propos, c'est que nous, ça apparaît, nous, c'est naturel que l'hôpital soit public, que les routes soient publiques. Parce que tout ça, ça a été fait sous la monarchie ou après sous les républiques. Il m'apparaît comme c'est normal, c'est public, mais pas pour les autres. Pas pour les autres. Je le dis souvent, hein, quand vous voulez... C'est comme quand vous tombez amoureux, ou pas forcément amoureux, mais que vous avez trouvé de l'amitié pour quelqu'un. Assez souvent, vous essayez de savoir un petit peu comment il était comment elle était quand elle était petite, ou il était petit, quels étaient ses parents, quel est son milieu... Parce que vous essayez d'inférer de quelqu'un des premières années d'une personne, vous essayez d'inférer ce que va donner ensuite sa personnalité. Ben c'est pareil avec les peuples et les nations. Il faut toujours, quand l'histoire, c'est ça qui est intéressant dans l'histoire, connaître l'histoire d'un peuple, les premières centaines d'années, les premiers siècles d'un peuple, c'est deviner assez facilement quelles sont les grandes structurations psychologiques, les grandes réactions politiques que va chercher ce peuple. Je vous parle du peuple français avec son goût pour l'État. L'État a créé la France pour le service public, pour la fonction publique, pour la justice sociale surtout. Voilà. Rien à voir avec les Américains. Les Américains, eux, je le dis souvent, c'est un mélange. Comment c'est quoi le peuple américain? C'est les Anglais, ils ont mis la main sur le continent nord-américain, et puis vers 1601, ils se sont dit, bon alors, on a chez nous des indésirables, hop, on va leur donner un coup de pied derrière, on va les envoyer 7000 km plus loin qui nous emmerdent plus. Alors les indésirables, c'était qui? C'était d'abord des illuminés,
des chrétiens un peu illuminés qui voulaient bâtir sur Terre une Jérusalem terrestre. Il y avait un type qui s'appelait Monsieur Penn, qui avait inventé une secte où on tremblait devant Dieu, on priait Dieu en tremblant comme ça toute la journée. On les appelait les trembleurs, c'est-à-dire en anglais les Quakers. Et comme du côté de Londres, on avait ras-le-bol de voir ces types qui tremblaient, alors là, allez voir là-bas, 7000 km, j'y suis. Ils sont partis, on leur a taillé sur mesure un grand truc, au milieu des forêts, ça a été la forêt de Monsieur Penn. Pennsylvanie, c'est le nom de la Pennsylvanie. Vous en avez d'autres qui voulaient établir sur Terre le règne de la Vierge Marie. Alors, y allez donc là-bas. Et donc on leur a donné, eux, les terrains, c'est la Virginie. Alors ça, c'est les premiers flux, hein, c'est les premiers colons, des gens qui voulaient empreint d'idéaux religieux excessifs. Et la deuxième cargaison, c'était les prostituées et les escrocs, qui étaient à la Tour de Londres, les gens de mauvaise fréquentation, les bandits de grand chemin, les tueurs, etc. Et les femmes de mauvaise vie, on les a dit, allez hop. C'est ça la réalité de la création de l'Amérique. Donc, les premiers temps de l'Amérique, c'est un mélange, le peuple américain à l'origine est un mélange de prostituées, d'escrocs et d'illuminés religieuses. C'est toujours le cas. Madame Léa Salamé dirait que je fais de l'anti-américanisme primaire. Mais notez bien que c'est quand même le seul pays au monde qui ose mettre le nom de Dieu sur un billet de banque. In God we trust. Vous ne trouverez aucun autre pays au monde qui ose, ce qui est un blasphème dans toutes les religions, de mettre le nom de Dieu sur un billet de banque. Donc nous, le problème auquel on est confronté, c'est que s'il n'y a pas marqué les entreprises de services publics dans les traités européens, c'est tout simplement parce que les autres pays, dont certains sont sous influence anglo-saxonne, considèrent que ce n'est pas des entreprises de services publics. Et si on nous force, nous, à les soumettre aux règles de concurrence, c'est pour permettre à des grands appétits économiques ou financiers de mettre la main sur ces services, tout parfois pour que ce soit la poule aux œufs d'or. J'en parle pas ici trop longuement, je vous renvoie à ce que je dis dans d'autres conférences, notamment sur, par exemple, la cession de la gestion des autoroutes à Vinci. Tout ça, c'est pour le plus grand profit des actionnaires de Vinci.